Bonjour tout le monde. Donc, c'est la première fois que je vais présenter avec le regroupement Inter. Fait que c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Pendant que je me présente, je vais vous demander d'écrire dans le chat si vous êtes plus du côté comme santé ou du côté génie. Fait que je vais voir si la présentation, je l'adapte un peu autrement. Fait que ça va juste me donner un petit cue. Fait que comme Catherine disait, je suis professeure au département de chiro à l'UQTR. Je ne suis pas ingénieure, donc si vous êtes vraiment ce côté génie, ça se peut qu'il y ait des informations que je donne pas au niveau du détail, mais je collabore continuellement avec un professeur en génie qui est François Nougarou à l'UQTR. On travaille ensemble depuis mes études de maîtrise, donc depuis même avant, autour de 2010-2011, on a commencé à travailler ensemble. Et on travaille sur la biomécanique des thérapies manuelles surtout. Fait que j'ai utilisé là, autant des capteurs de pression, de force. J'ai utilisé de l'AMG dans mes projets. On a un appareil robotisé que je vais vous montrer tout à l'heure. Fait que c'est les travaux que je vous présente aujourd'hui, ça découle d'une série de travaux qu'on a fait ensemble depuis mon arrivée comme professeur autour de 2020, que j'ai commencé à travailler sur l'utilisation de différents capteurs, puis comprendre leur validité, comprendre comment on peut les mettre en commun et avoir le défi de devoir calibrer les capteurs aussi pour certains types de capteurs. Donc, je vous partage, fait qu'on est surtout du côté santé, là, mais je vous partage ma présentation. Puis, si vous voulez plus d'informations pour ceux qui sont du côté génie, ben, on pourra se parler par la suite. Comme ça, vous voyez tous la présentation? C'est bon? Donc, j'essaie de faire une présentation autour de 35 minutes, ce qui va nous laisser une dizaine de minutes pour pouvoir discuter par la suite. Moi, je ne suis pas pressée, donc je peux rester aussi après. Avant de tomber dans la discussion des capteurs et des projets qu'on a fait, je vous mets un peu de contexte. Moi, je suis en thérapie manuelle, en chiropratique. Le terme thérapie manuelle, c'est un terme très, très large. Ça englobe beaucoup de sortes de thérapies qu'on applique avec les mains. Dans le cadre de mes projets, je m'intéresse à deux types plus spécifiquement. La manipulation vertébrale, là, c'est ce que vous voyez plus du côté gauche de l'écran, la courbe ici, et de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la mobilisation vertébrale. Fait que dans les deux cas, c'est une force qu'on applique avec les mains comme clinicien ou comme les étudiants peuvent appliquer. Du côté de la manipulation, ça va être, on va faire une première force à une pente qui va monter plus doucement et ensuite on va aller avec une impulsion rapide. Du côté de la mobilisation, c'est souvent décrit plus en forme d'oscillation. Des fois, c'est une oscillation, des fois, c'est plusieurs. Donc, on va parler beaucoup de fréquence, de durée totale d'application, d'amplitude de la force. Dans les deux cas, on va parler de maximum de la force appliquée également. Donc, vu qu'on a une force variant en fonction du temps, c'est très, très commun dans le domaine des thérapies manuelles d'utiliser différents types de capteurs, que ce soit des capteurs de force, de pression, pour venir enregistrer les paramètres force-temps, analyser les différents types de paramètres et faire des comparaisons, faire des descriptions, etc. Évaluer aussi l'apprentissage moteur des étudiants. Qui dit beaucoup d'études, dit aussi qu'il y a des revues de littérature. Ici, c'est deux revues de portée sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, on en a fait une sur les mobilisations, une sur les manipulations. Ce qu'on a pu voir dans la littérature, c'est qu'il y a beaucoup d'études, mais il y a beaucoup de méthodologies différentes. Fait qu'en fait, autant que de chercheurs, de groupes de chercheurs qui travaillent sur le sujet, mais pratiquement autant qu'il y a de différents capteurs qui vont être utilisés dans différents types de méthodologies, différents types d'analyses. Quand on regarde du côté justement des types d'outils qu'on va utiliser pour mesurer les forces, même si y en a vraiment beaucoup, on peut tenter de les regrouper. Fait qu'on a d'un côté ce qu'on appelle la localisation de l'interface de mesure. Donc, on a les capteurs qu'on va mettre à l'interface docteur-patient. Donc, c'est les capteurs qu'on met souvent entre la main du clinicien et le dos du patient ou le dos d'un mannequin sur lequel on va faire la thérapie. Ou on a l'interface patient-table, qui est typiquement là, ce que vous avez sur l'image, c'est une table de traitement chiropratique. La pièce thoracique est remplacée par une plateforme de force. Donc, il y a un coussin par-dessus, là, mais la zone en bleu sur l'image, c'est une plateforme de force industrielle. Celle-là, c'est un type AMTI, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, on a différentes localisations de la force. Ensuite, dans les interfaces docteur-patient, c'est là qu'on a une très grande diversité de capteurs. Je vous en montre ici là, 4.
C'est cela que moi j'ai au laboratoire, là, mais comme je vous disais, là, autant que de chercheurs, probablement qu'il y a autant de capteurs différents que les gens y utilisent. Fait que si on regarde celui que j'ai mis là, en haut, vous voyez un qui ressemble à un petit matelas. C'est ce qu'on appelle le load-pad. Ça vient d'une compagnie qui dit développer le capteur pour la thérapie manuelle. Donc, c'est un capteur qui est pré-calibré, donc qui arrive directement quand on pèse dessus, c'est des forces en newton qu'on va pouvoir lire. Puis, selon la compagnie, on n'a pas besoin de recalibrer le capteur. À côté, vous avez une cellule de charge qui va être utilisée aussi dans différentes études. Moi, je l'utilise très peu parce que ça entraîne une grosse interface de mesure. C'est comme très, très épais. Mais certaines études en utilisent des plus minces aussi là, pour essayer d'avoir une mesure avec moins d'interface là, qui rentre en ligne de compte. Souvent aussi, ces types de capteurs-là vont arriver précalibrés, donc selon la compagnie, mais c'est du côté industriel, donc ils vont dire qu'on n'a pas besoin de les recalibrer. En bas, vous avez les capteurs de pression. Donc, les capteurs de pression, eux, c'est qu'ils ont plein de mini-capteurs. Donc, c'est des cellules de charge souvent. Donc, c'est ce qu'on appelle des SENTIEL. Les deux cas ici, c'est la compagnie Texcam et eux viennent souvent non calibrés. Donc, si je pèse sur les capteurs, je vais avoir un chiffre entre 0 et 255 qui va apparaître. Et donc, j'ai besoin de faire une courbe de calibration pour pouvoir ramener les chiffres ou les nombres en termes de Newton. Souvent, on va utiliser ces genres de capteurs-là aussi pour voir la surface de dispersion ou on va l'utiliser pour, par exemple, avec lui que vous voyez plein de petits capteurs, c'est que si on les replie, ça forme une main. Fait qu'on les met sur un gant. Donc, on pourrait savoir plus sur quelle région de la main on applique la force. Du côté de la table que je vous montrais en bas, vu que c'est une plateforme de force qui vient du côté industriel, c'est aussi précalibré. Donc, théoriquement, on ne devrait pas avoir besoin à recalibrer la table non plus. Fait que la première série de projets que je vais vous présenter, c'est en lien surtout avec les capteurs TechScan. Donc, ceux sont des capteurs de pression. Ces capteurs-là, quand on en a fait l'acquisition, ben, notre première question, c'est comment on fait pour calibrer ce genre de capteurs de pression-là. La compagnie, on a été formé par la compagnie. Mais eux, ce qu'ils nous suggéraient, leur recommandation, c'est d'utiliser leur logiciel qui est assez restreint sur l'accessibilité des données. Et on devait mettre deux masses connues. Fait qu'on devait utiliser des masses en métal, très souvent, qui sont connues, les apposer sur la surface du capteur qu'on allait utiliser sans dépasser la surface du capteur, faire un enregistrement pour faire une courbe de calibration. Et en plus de ça, il nous demandait d'utiliser la surface de contact qui allait être la plus similaire à nos essais expérimentaux, donc idéalement sur le dos d'une personne. Fait que là, si je vous dis que les forces qu'on va chercher en chiropratique dans le domaine de la thérapie manuelle, on monte des fois jusqu'à 600, 700, 800 newtons et plus, mais ça fait en sorte que les masses qu'on devait aller chercher là, étaient vraiment très, très importantes. Puis c'était pratiquement impossible d'aller chercher une masse qui allait représenter les forces qu'on allait appliquer par la suite. Puis ça, c'est une des recommandations pour avoir une bonne calibration de la part de la compagnie. Fait que la première étape, dans notre cas, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'acheter ce qu'on appelle le SDK. Donc, on a payé la compagnie pour avoir accès directement aux données des capteurs. Et l'ingénieur avec qui je travaille a développé une interface, un logiciel qu'on peut rendre disponible là, si c'est quelque chose qui peut intéresser des gens, qui nous permet d'avoir accès aux données avec une interface pour pouvoir bouger au niveau, ajuster la résolution des capteurs. Et on a un affichage en temps réel de la pression sur les capteurs, de la saturation, des choses comme ça. Donc, la première chose qu'on est allé faire par la suite, c'est d'aller voir comment on peut faire pour calibrer de la meilleure façon de pouvoir développer une courbe de calibration, une équation de calibration. Pour faire ça, c'est un étudiant de maîtrise qui a fait un projet préliminaire. Ce qu'on a utilisé, c'est un appareil robotisé, le gros robot en gris que vous voyez sur l'image, c'est ce qu'on va appeler le robot. Le robot est un peu unique dans notre domaine. Là. Ça a été construit justement par l'ingénieur avec qui je travaille quand on était en 2010 ou 2011. À partir, le robot permet de simuler différentes forces ou différentes courbes de thérapie manuelle pour standardiser l'évaluation. Donc, on a pris le robot, on a pris notre capteur Testcam, on l'a positionné sur un mannequin avec un capteur précalibré qui était le load-pad dans ce cas-ci. Et on est allé faire différentes doses de thérapie manuelle, de manipulation dans ce cas-ci. On a joué avec la force, le taux et la durée de l'impulsion.
Pour faire l'équation de calibration, on a utilisé en fait les données qu'on a ramenées dans MATLAB. Donc, vous avez les données d'un côté de TechScan pour un essai et les données qu'on a pris de façon concomitante avec le loadpad qui est notre critérion. Donc, on dit qu'on veut ramener nos données vers le loadpad. Je vous explique pas en détail parce que c'est pour moi l'ingénieur dans l'équipe, mais globalement, c'est qu'on ramène les données une par-dessus l'autre et on met une équation, une courbe de, si je ne me trompe pas, c'est un polynôme d'ordre 1 pour pouvoir ramener les deux courbes les plus superposées possibles. L'équation qu'on développe à partir de ça, on va l'appliquer sur les autres essais expérimentaux qu'on a. Donc, ça va nous amener des essais en Newton. Ce qui est bien avec le laboratoire, c'est qu'on vient de calibrer des essais expérimentaux, mais on sait c'est quoi la force réelle qu'on aurait dû obtenir avec nos essais expérimentaux. Les résultats, je vous présente les constats, ça va être plus rapide de ce côté-là. La première chose, c'est qu'on a regardé si on utilise des essais avec des forces moindres pour calibrer et qu'on les applique sur des essais par la suite là, qui ont des forces plus élevées, est-ce qu'on a un impact? Fait que la première chose, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que que si on est en bas du seuil de la force qu'on va utiliser dans des essais expérimentaux, ben, notre calibration va être pas bonne. Elle va avoir beaucoup d'erreurs au niveau de la force maximale qu'on va venir mesurer. Fait que quand on utilise les essais de 250 newtons pour les essais de calibration et qu'après on les réapplique sur tous les autres essais, on voit que globalement les erreurs sont beaucoup plus faibles. Donc, sur le graphique, là, c'est les chiffres en bas, c'est la force et la durée de notre thérapie qu'on a utilisée pour la calibration. Et ensuite, les courbes, les boîtes à moustaches, c'est les erreurs totales là, sur tous les autres essais expérimentaux. Donc, notre constat 1, c'était que oui, en effet, comme la compagnie le disait, c'est un des prérequis pour avoir une bonne calibration, c'est d'utiliser une courbe de calibration qui va utiliser une force qui va être égale ou supérieure à celle des essais expérimentaux. La deuxième chose qu'on a regardé, c'est la vitesse qu'on utilise pour nos essais de calibration. Est-ce qu'elle doit se rapprocher des essais expérimentaux? En thérapie manuelle, on peut appliquer les essais avec des durées plus lentes ou des vitesses plus élevées. Et là, on se demandait, ben, est-ce qu'il faut viser la même chose au niveau de nos essais de calibration? Ce qu'on a pu constater, c'est que sur l'image, vous pouvez comparer les courbes là, qui vont ensemble pour la même couleur là, ou qui se rejoignent par les droites en noir. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, on n'a pas réussi par ces données-là, à avoir réellement des résultats significatifs. Donc, on n'a pas émis de recommandations pour la vitesse d'utilisation. Donc, du moins, ça semble être un paramètre qui est moins important pour les capteurs que nous, on utilisait. La troisième chose qu'on a fait, c'est qu'au lieu de calibrer sur la même surface de contact que nos essais expérimentaux, on a fait aussi des essais à une région un peu plus distante ou différente. Fait que la première chose, c'est qu'on l'a fait à la région fessière du mannequin. Fait qu'on se rappelle qu'on est sur un mannequin. Fait que nos essais expérimentaux, c'était sur la région du dos qui était quand même beaucoup plus raide. Après, on est allé sur la région fessière qui est beaucoup plus molle sur le mannequin. Et on a utilisé aussi directement sur un livre ou sur la table de traitement qui est encore plus différente, qui est plus raide en fait que la région du dos. Les courbes de calibration, ensuite, on a développé l'équation de calibration et on a réappliqué sur tous nos essais expérimentaux initiaux. Et là, c'est là qu'on voit la variation au niveau de nos erreurs par rapport à notre type de calibration. Fait que ce qu'on peut en conclure, c'est que plus on s'éloigne de la surface de nos essais expérimentaux au niveau de la dureté, au niveau de la raideur, plus on se retrouve à avoir des erreurs importantes au niveau de la justesse ou de l'exactitude de notre calibration. Donc oui, comme la compagnie a dit, c'est vraiment important d'être proche de notre surface de contact au niveau de la texture, au niveau de la raideur. Parallèlement à tout ça, j'avais une étudiante de maîtrise qui voulait, elle, amener un capteur de pression, un capteur de force dans des cliniques chiropratiques pour pouvoir mesurer les forces qui sont utilisées en pédiatrie, donc chez des jeunes enfants. Donc, c'était des enfants de 2 semaines jusqu'à 4 ans qu'on a eu. Le capteur qu'on a dû utiliser, c'est lui de TechScan, donc c'est un capteur de pression
parce qu'on pouvait le couper, le mettre sur le bout du doigt, là, c'est l'image que vous voyez en haut. Euh, pour le capteur de pression, on avait donc le défi qu'il fallait calibrer. Fait que là, on avait déjà les informations des études que je venais vous présenter, de l'étude que je venais vous présenter. Puis on s'est demandé comment prendre ces informations-là, puis de le transférer d'un point de vue clinique et que ça soit faisable. Dans le meilleur des mondes, on aurait calibré directement sur le dos de nos jeunes patients. D'un point de vue éthique, ça ne passait pas. Donc, on ne pouvait pas mettre un capteur sur le dos du patient pour faire un essai de calibration parce que, comme on venait de voir, il fallait mettre la même force qu'on allait chercher pour le traitement. Et dans ce cas-là, ben, on venait à dire finalement qu'on appliquait une force similaire à un traitement. Donc, d'un point de vue éthique, c'était pas possible de le faire. Ce qu'on a choisi de faire, c'est faire un entre-deux. On a utilisé le load-pad comme étant notre capteur pour la calibration et on a essayé de le mettre sur la cuisse de la chercheuse en se disant, bon, la cuisse, c'est un peu mou comme le dos des jeunes patients. On va voir qu'est-ce que ça donne avec ça. Donc, à chaque début de séance de mesure, la chercheuse, l'étudiante positionnait le capteur sur son doigt de TechScan, pesait sur le capteur LoadPad, allait atteindre des forces similaires à ce qu'on s'attendait chez les jeunes enfants. Et là, à partir de là, on réappliquait la formule là, pour aller chercher la calibration des capteurs. Dans ce projet-là, on a eu en tout 80 essais qu'on a réussi à analyser. On en a perdu d'un point de vue technique, là, mais on avait eu 80 pour l'analyse. Donc, on a développé les courbes de calibration similaires au premier projet par nos essais sur la cuisse. Et par la suite, ce qu'on a décidé de faire, c'est que moi et l'étudiante, on s'est assises et on a regardé les courbes calibrées. On a comparé les courbes chez les jeunes enfants, chez les enfants plus vieux, pour essayer de savoir si notre calibration, ça fonctionnait, si ça faisait du sens dans les résultats. Et malheureusement, c'est à ce point-là qu'on est un petit peu devenu comme le chat en train de pleurer. On s'est rendu compte que ça faisait vraiment pas de sens. On a eu des gros questionnements. En fait, on avait la chance d'avoir des patients qui étaient de 2 semaines à 4 ans. Et là, c'est sûr que l'enfant de 2 semaines, les forces qu'on utilisait chez cet enfant-là devaient être beaucoup plus faibles que chez un enfant de 4 ans. On a peu de données dans la littérature, mais c'était quand même une évidence. Et là, on se retrouvait avec quelque chose à l'envers. Donc, même des forces utilisées chez un enfant de 2 ans devenaient plus élevées que des forces utilisées chez un enfant de 4 ans. On s'est posé beaucoup, beaucoup de questionnements. On savait que la formule MATLAB était bonne. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est que la cuisse de la chercheuse faisait en sorte qu'à chaque patient, c'était une différence la différence au niveau de la texture était variable. Donc, notre erreur de mesure a été variable pour tous les patients. Fait que c'était vraiment le problème de la zone où est-ce qu'on a fait nos essais de calibration. On a pu quand même rapporter d'autres données, mais il n'y a aucune donnée de force qui a été publiée pour ce projet-là. On a continué l'investigation, donc on s'est demandé, on va retourner au laboratoire et on va aller voir c'est quoi les autres facteurs aussi qui pourraient être tenus en compte là, pour la calibration. J'avais à ce moment-là un autre étudiant qui voulait débuter une maîtrise plus du côté laboratoire, donc on a travaillé ensemble. On est retourné avec le robot. On a utilisé cette fois-ci le robot avec tous les capteurs que j'avais au laboratoire. Donc, la table de traitement, les TechScan, le loadpad, la table, les différents types de TechScan. Donc, on a le gant puis on a des matrices. Et là, on est allé utiliser le robot pour pouvoir faire une multitude d'essais et voir c'est quoi les différents facteurs qui influencent notre calibration. Je vous épargne un peu tout la méthodologie, mais globalement, c'est qu'on a fait 6 doses de thérapie manuelle avec le robot. Donc, on recoupe des doses du côté manipulation, des doses du côté mobilisation. On a changé l'embout. Donc, parfois, c'est un gros embout, parfois, c'est un petit embout. Et on a aussi changé, des fois, on était des mesures sur le mannequin, donc une surface un peu plus molle et inégale. Et parfois, c'était sur la table, donc le meilleur des mondes du laboratoire, c'était plat, avec très, très peu d'absorption au niveau de la table. En tout, c'est 1008 essais qu'on a fait avec 5 différents capteurs. Donc, chaque capteur avait 1008 essais. Et ce que je vais pouvoir présenter, en fait, c'est les données que j'ai reçues il y a environ 2 semaines parce qu'on a fait affaire avec un service de statisticiens externe pour pouvoir gérer toutes les données qu'on avait à ce moment-là. Pour se compliquer un peu plus la vie,
on a décidé de comparer différentes formes de calibration. Donc, on s'est intéressé à la calibration de la compagnie. Donc, pour le load pad et pour la table, on avait des forces directement. Et de notre côté, on a utilisé deux formes de calibration par MATLAB. La forme spécifique, c'est qu'on utilise pour chacun des contextes de mesure dans le laboratoire, jusqu'à l'effet des différentes doses. Mais on a développé une courbe de calibration pour chacune de ces doses-là. Donc, c'est le meilleur des mondes. C'est vraiment si on pouvait vraiment prendre une courbe de calibration directement dans exactement le même contexte de mesure, la même force, la même vitesse qu'on allait utiliser, à quel point je vais avoir une mesure qui va être juste. Et ensuite, on a la calibration commune, qui est elle, qui est un petit peu plus réaliste de pouvoir exécuter. Donc, on contrôle tous les aspects de l'environnement, sauf la dose qu'on allait exécuter. Et pour pouvoir développer cette calibration commune, ben, c'est qu'on a utilisé une des doses de manipulation pour l'appliquer aux autres doses du même contexte. C'est un peu compliqué, là, mais globalement, c'est que c'est la calibration de la compagnie, une calibration qui est la calibration laboratoire parfaite qui n'existe jamais, et la calibration commune qui est un peu plus réaliste pour amener du côté clinique. Les résultats, ce qu'on voit sur le graphique ici, c'est la taille des faits, mais globalement, c'est plus on se retrouve sur notre ligne centrale, plus ça veut dire qu'on avait une bonne justesse au niveau de nos mesures. Donc, moins qu'on était dévié par rapport à la bonne force qu'on aurait dû mesurer. Plus on s'éloigne, ben, plus qu'on surestime ou qu'on sous-estime finalement la force réelle mesurée avec la calibration. On peut regarder les différents paramètres du contexte. Donc, on a regardé utiliser un gros embout ou un petit embout. Dans les deux cas, l'embout faisait en sorte que ça influençait peu la méthode de calibration. Donc, peu importe la méthode qu'on a prise, on avait quand même une justesse qui était très similaire, que ce soit avec le gros embout ou le petit embout. Le deuxième aspect, c'est la surface de contact. Donc, dans les deux cas, on voit que la surface a un impact qui est différent. Mais ça demeure quand même un effet qui est petit dans ce cas-ci parce que la table et le mannequin se ressemblaient quand même fortement. Le troisième aspect, c'est nos doses, où est-ce qu'on là, on voit qu'on a un impact qui est plus différent d'une dose à l'autre. Donc, on a une influence un peu plus de la dose là, sur l'erreur qu'on avait au niveau de la mesure. Et finalement, c'est les types de calibration. Et on peut vraiment voir que c'est le choix de notre calibration, des essais qu'on choisit pour notre calibration, du fait de prendre la calibration qui est industrielle ou de la compagnie. C'est ça qui influence le plus, en fait, l'exactitude ou la justesse au niveau de notre mesure. Que ça soit du côté industriel ou du côté commune, on voit que dans ces deux cas-là, ça cause le plus d'erreurs. Et quand on se ramène du côté de la calibration spécifique idéale, ben là, on avait le moins d'erreurs. Si on regarde directement nos billets, donc en Newton, ce qu'on voit, c'est que au niveau de la table et du load pad, si on prend la compagnie directement avec leur calibration, on a quand même une erreur jusqu'à autour de 15 newtons. 15 newtons, c'était pour des essais de 250 newtons ou de 100 newtons, donc entre 100 et 250. Donc, ça nous fait quand même une erreur de mesure de plus ou moins 10 à 15 de la vraie valeur. Les compagnies rapportent plus du plus ou moins 5 Fait qu'on est quand même plus élevé que ce que les compagnies suggèrent. Peu importe, peu importe la calibration commune ou spécifique, dans ce cas-là, on se retrouve avec une erreur là, qui se ramène très, très basse, là, à moins de 5 newtons en moyenne, ce qui devient là, très acceptable pour la majorité des objectifs des projets. Le dernier aspect qu'on a évalué, puis c'était en fait avant même tous ces projets-là, c'est qu'au début, je vous parlais qu'on avait deux interfaces de mesure, donc sur le patient ou sous le patient. Et on s'est demandé, est-ce qu'on peut mettre en commun des études qui utilisent l'un et l'autre de ces types de capteurs-là? On a donc utilisé notre robot sur la table avec la table de traitement instrumentée et on a mis la première étude avec des patients vivants. Puis à ce moment-là, ça a été super surprenant parce qu'on avait des essais où est-ce que la force mesurée par la table pouvait aller jusqu'à 50 de plus que la force du robot qui appliquait, ou même 50 de moins que ce que le robot appliquait. Et dans d'autres cas, on était à plus ou moins 5 plus ou moins 25
Et d'un essai à l'autre chez une même personne, ça bougeait également. Fait que c'était extrêmement variable et extrêmement large comme erreur de mesure. On s'est demandé si c'était parce qu'il y avait quelqu'un sur le dessus, puis c'était quelqu'un de vivant. Donc, on est allé avec les modèles cadavériques, ce que vous voyez en bas. Désolé pour ceux qui sont en train de manger. Donc, les modèles cadavériques humains, des modèles frais. Donc, on est allé les instrumenter, on a appliqué des forces et encore une fois, la table mesurait les forces. Et à ce moment-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, il y avait une erreur de mesure, mais là, elle était stable. Et elle était surtout expliquée par l'épaisseur du thorax de nos cadavres. Ce qu'on en est venu à conclure, c'est que le thorax humain agit un peu comme une caisse de résonance en fonction de l'air qu'il y a dans le thorax, de la circulation sanguine, le sang au niveau du cœur également, et quand les réflexes musculaires aussi qu'on va créer lors des thérapies au niveau du dos du patient. Et vu que ça, c'était continuellement variable, ben, notre effet de transmission de la force était continuellement variable aussi. Notre conclusion par rapport à ça, c'est que ce type de capteur sous les patients, dans notre cas, on a fait au laboratoire, du moins où est-ce que je suis, on ne l'utilise plus du tout avec des patients vivants. Donc, on va l'utiliser en enseignement ou on va l'utiliser en enseignement avec des mannequins ou dans des projets de recherche où est-ce qu'on utilise des mannequins parce qu'à ce moment-là, au moins, la différence de force, elle est constante. Ça fait le tour des projets. Je vais essayer de vous résumer ça parce qu'il y a beaucoup d'informations en peu de temps. Fait que j'ai fait 2 diapositives avec un résumé de ce qu'on a fait au cours des dernières années. Donc, quand on regarde un capteur précalibré, donc qui arrive avec de la compagnie puis qui nous donne une force en newton, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a un offset ou une erreur de mesure d'environ 10 c'est, ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, dépendamment du domaine où est-ce qu'on est. En thérapie manuelle, ça va dépendre souvent de l'objectif du projet puis de quoi on s'attend comme différence entre les groupes ou entre les conditions. Fait qu'un 10 peut être très bien acceptable, comme un 10 peut permettre des fois de rater certaines comparaisons ou différences entre les groupes. Du côté de l'enseignement, pour nous, c'est ce qu'on utilise. Du côté de l'efficacité, la rapidité, la convivialité, on accepte l'erreur de mesure parce qu'au niveau des étudiants, on veut les apprendre à contrôler leurs paramètres, mais on n'est pas sur un plus ou moins 10 Du côté de la recherche, on fait plus attention. On va utiliser ce type de capteur-là, surtout quand on peut contrôler ce qu'on appelle le récipient, là, quand on a quelque chose qui est plus stable comme un mannequin au niveau de ce sur quoi là, on va prendre la mesure. Euh, Si on utilise exactement les capteurs précalibrés qui sont sous les patients, donc à l'interface patient-table, comme je vous mentionnais, de notre côté, on l'utilise plutôt chez le vivant, mais on retrouve encore des études qui se font ailleurs, qui l'utilisent chez le vivant, le même équipement qu'on a ici. Et dans ces cas-là, ben, de notre côté, on sait très bien que les données de force ne veulent rien dire du tout. Donc, c'est une grande limite des études actuelles là, qui sont même encore publiées avec ce genre d'équipement-là. Et sinon, du côté du mannequin, ben, ça revient à ce que j'avais dit là, au niveau de l'enseignement, c'est ce qu'on utilise actuellement. Et au niveau de la recherche, on va l'utiliser, mais avec un mannequin, dépendamment des projets. Notre grosse question, puis pourquoi je voulais faire la présentation aujourd'hui, c'est du côté de la recherche clinique. Donc, ce qu'on sait, c'est que qu'on utilise un capteur calibré ou précalibré. Idéalement, il faudrait le calibrer dans le contexte de mesure. Et les facteurs les plus importants, selon nos résultats, c'est d'utiliser la même surface des essais expérimentaux pour pouvoir calibrer notre capteur. Et c'est d'utiliser aussi minimalement la force qu'on va vouloir appliquer dans nos essais expérimentaux pour faire notre calibration. Donc, on utilise idéalement une calibration qui est dynamique. Donc, on va pouvoir appliquer une courbe continue au lieu d'appliquer des masses connues comme suggérait la compagnie. Tout ça paraît super beau, mais pour pouvoir l'avoir expérimenté, ça ne marche pas. Il y a des bons défis par rapport à ça. Et notre principale question qui nous arrive avec tout ça, c'est que ça demeure qu'on doit utiliser un capteur calibré pour calibrer un capteur non calibré. Et c'est un peu une roue sans fin parce que comment on s'assure que notre capteur calibré est bien calibré. Donc, on arrive un peu à un certain point où est-ce qu'on se demande jusqu'où on va avec ça.
Et s'il n'y a pas d'autres personnes dans d'autres domaines de recherche qui ont eu des expériences similaires et qui ont trouvé des pistes de solutions là, pour assurer une bonne calibration ou une bonne interprétation des données, en thérapie manuelle, il faut comprendre que nous, on peut prendre des mesures, disons, sur un patient, mais on peut prendre sur le même patient sur différentes régions du patient et on va souvent comparer entre différents patients. Donc, on a le changement de la surface et elle est toujours présente dans tous nos projets, les projets qu'on fait si on est d'un point de vue clinique. Ça termine la présentation. Je suis pas mal dans mes temps, j'avais dit 35 minutes. Petit mot, les différents projets que vous avez présentés, bien sûr, là, c'est pas fait tout seul. Donc, j'ai beaucoup de collaborateurs à l'UQTR, en dehors de l'UQTR, l'Université de Sherbrooke et aussi à Toronto. Et bien sûr, tous les étudiants là, qui participent pour pouvoir faire la gestion de ces projets-là dans leur maîtrise. Et finalement, tous ceux aussi qui appuient les projets à travers différents financements. Merci beaucoup, Isabelle. Je cherche Arrêtez la mon présentation. petit applaudissement virtuel et voilà, c'est fait. Donc, merci beaucoup. Donc là, j'imagine la période de questions est ouverte ou peut-être, s'il y en a qui ont une réponse à ta question finale aussi, ça serait peut-être un bon moment là, de se manifester. Là. Donc, oui, Mélanie. Bravo pour ta belle présentation, Isabelle. C'est vraiment pas facile, les capteurs. Nous, on a mis notre orteil là-dedans, puis on a tout de suite ressorti rapidement. Donc, j'apprécie que tu aies fait plein d'efforts là, pour ça. Nous, je ne sais pas si tu as expérimenté ça. Nous, on a vraiment vu, on avait pris des Texcan, mais le FlexiForce, c'est lui qu'on a abandonné. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait une histoire aussi, parce que c'était la palpation d'angle et comment notre doigt tournait au moment où est-ce que. Puis on a eu bien de la difficulté à contrôler ça. Toi, est-ce que tu as rencontré ça? Comment tu as contrôlé pour la direction de la force, la direction du doigt? Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé? Ben, je pense Texcan, ils ont tous ces mêmes problèmes-là, puis je jase avec d'autres personnes qui ont tenté d'utiliser Texcan du côté du vivant, puis on a tous les mêmes défis, puis ce que la compagnie nous dit, c'est bien beau, puis qu'on l'applique finalement, non, ça marche pas. Ce que nous, on a pu voir, avec le robot, ça va bien parce que lui, il est très droit. Fait que ça règle notre problème. Ce que j'ai eu, c'est dans le projet où est-ce qu'on est allé en pédiatrie. En fait, on avait pratiquement le double d'essais. Puis finalement, on s'est rendu compte que à peu près la moitié de nos essais, on avait des courbes qui n'étaient même pas visibles sur le capteur, surtout au niveau des essais, au niveau du cou des jeunes bébés. Fait qu'en fait, tous nos essais cervicaux, on a dû les retirer parce qu'on avait rien. Puis ce qu'on pense, c'est que justement, où est-ce qu'on mettait le capteur, finalement, la pression n'était pas mise perpendiculaire au capteur. Puis c'était suffisant pour faire en sorte que le capteur, il voulait rien savoir. Il les a pas mesurés du tout. Fait qu'on est arrivé un peu au même problème que toi. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'essais qu'on a retirés dans les projets. Le TechScan, actuellement, je l'utilise pour essayer de comprendre. Mais depuis ces projets-là, on ne l'a pas réutilisé en pratique sur des projets vivants. Moses, je pensais que tu m'arriverais avec une. Non, non. Le loadpad est très pratique, mais c'est un peu la même chose. C'est tous des capteurs avec unidirectionnel. Fait à part la plateforme de force, mais là, on a un petit problème d'utiliser une plateforme de force pour palper. Fait qu'à part la plateforme de force qui, elle, prend les directions, les autres capteurs que moi j'ai ne prennent pas les directions. Merci. Félix? Oui, super présentation et super intéressante. Merci, bravo. Comment qu'on descend notre main? Ah, OK, comme ça. En fait, moi, je voyais un peu le gant Texcan. Moi, je n'ai jamais vu ça, mais là, je l'ai vu dans ta photo. Puis, je trouve que les capteurs, un court plié, sont quand même, ils ont l'air d'être très petits. Puis, dans le fond, quand tu veux mesurer une force, ce qui est comme le plus important, c'est que toute la force passe à travers le capteur.
parce que sinon, ben, c'est sûr que il va en avoir qui va passer, mais oui, puis tu vas mesurer moins. Puis, dans le fond, quand je regarde des petits capteurs comme ça, puis que je me dis, quand on pèse sur quelque chose de mou, nécessairement, la surface molle va englober, va entourer notre Mhm. doigt. Fait que là, oui, la direction de la force, mais j'ai encore bien plus d'inquiétude par rapport au fait qu'il va y avoir plein de zones de contact qui sont pas le capteur comme tel. Fait que Ouais. j'imagine que ça pourrait peut-être expliquer ça. Puis, dans le fond, où est-ce que donc moi, j'ai de la misère à voir comment TechScan pourrait être valide là-dedans, là, mais à cause de ça. Mais si on. Puis là, après ça, j'arrête de parler. Mais votre pad, là, le fameux pad qui a l'air d'être, lui, il couvre large, là, est-ce que vous ne l'utilisez pas parce que c'est trop gros puis ça empêche d'avoir du feedback haptique là, quand vous faites vos manipulations? C'est pour ça? Ouais, ben, je vais répondre à ta deuxième question parce que c'est plus court. Ouais. Le loadpad, il y a différents formats. J'en ai deux. J'en ai un qui fait 11 par 11. Fait que c'est lui qu'on est en train d'utiliser le plus. C'est pas beau partout, là. C'est pas, il y a aussi des problématiques là, quand on mesure qu'il est sensible avec. Il a l'air sensible aussi avec la vitesse, puis qu'il y a un peu d'hystérésis, même si la compagnie disait qu'il n'y avait pas d'hystérésis avec ça. Ce qui est arrivé avec le projet de pédiatrie, c'est que le loadpad est quand même trop gros pour un bébé. Ouais, OK. Et de l'autre sens, c'est qu'au niveau de l'acceptabilité par des cliniciens puis les parents, l'épaisseur est un peu plus compliqué à faire passer d'un point de vue éthique puis acceptabilité par nos participants. Fait que c'est pour ça qu'on est allé avec le TechScan. J'ai aussi un qui est plus petit qui fait 2 par 3 centimètres maintenant, mais aussi il y a une bonne épaisseur là, similaire à l'autre. Mais j'ai un collaborateur justement qui va l'utiliser du côté en pédiatrie, fait qu'au niveau du pied. Puis là, il n'y a pas de problématique pour l'acceptabilité, là, c'est de mettre sur un pied. Fait que c'est une bonne solution, mais c'est pas parfait. Le, pour ton autre question, la façon que moi je voyais les TechScan quand j'ai voulu acheter le gant, c'est qu'on voulait commencer à s'intéresser à la distribution de la pression. Mhm. Fait que ça nous intéresse. On n'était pas dans essayer d'aller chercher la force maximale appliquée ou la pression maximale appliquée. On était plus à essayer de comprendre la surface qu'on utilisait dans différentes techniques. Puis moi, j'ai un intérêt du côté de la sécurité des soins. Donc, si on applique la même force, mais une fois dans une surface beaucoup plus faible, plus petite, puis une fois où est-ce qu'on prend une plus large surface, ben l'impact finalement il n'est pas du tout le même. Puis ça, c'est un gros vide dans la littérature du côté de la thérapie manuelle. Fait que c'était pour ça qu'on est allé les chercher. Fait qu'on a encore une optique de pouvoir l'utiliser dans ce sens-là. Parce que même si on ne va pas chercher la force maximale, on peut s'intéresser à la distribution. Mais là, pour l'instant, on a été pas mal plus découragés que d'autres choses. Fait qu'on l'a laissé un peu sur le plan pendant 2 ans. Fait qu'on en est rendu là. Mm. Mais je vois bien, ouais, pour la distribution, définitivement. C'est fait pour ça, anyway, Ouais. à la base. Oui, Cyril. Une question rapide. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres technologies de capteurs qui ont été testées ou ça a été particulier? Puisqu'on parle beaucoup de TechScan, il y a d'autres technologies. Est-ce que vous avez pu tester d'autres capteurs Ouais, ben, pour l'instant, de mon côté, c'est sûr que je vous ai présenté. C'est plus limité d'un point de vue financement. Fait que j'ai réussi à aller chercher tous ces capteurs-là dans les dernières années. J'ai une collègue ben, du côté de la Suisse, eux, c'est comme le Loadpad. Fait que c'est la même compagnie là, que le Loadpad, mais là, ils ont fait un coussin qui est des capteurs de pression finalement. Fait que c'est la même chose que le Loadpad, mais c'est en pression et il faudrait le calibrer aussi. Mais elle a collaboré avec la compagnie de Nova qui fait le Loadpad pour pouvoir faire ce capteur-là. Fait que j'ai pas encore eu la possibilité de l'essayer, mais à son feedback, elle était très contente des résultats. Mais c'est ça. Mais sinon, il y a plein, plein, plein de technologies. Juste dans les capteurs de pression, il y a ceux-là, en génie, vous êtes probablement mieux placé que moi pour l'expliquer, là, mais il y en a, c'est piézoélectrique, il y en a différentes formes de capteurs de pression qu'on peut utiliser. Mais on n'a pas. Actuellement, c'est plus le budget qui fait que j'ai pas pu essayer d'autres capteurs. Est-ce qu'il y avait d'autres mains, d'autres questions, commentaires? Il y a personne qui a une solution pour moi. Oui, c'est ça que j'allais poser comme question. Personne n'a la réponse. Ben, Moi, Tamisha. j'ai un point, c'est est-ce qu'on s'intéresse forcément à la pression à chaque fois? Qu'est-ce qu'on essaie de démontrer avec la force? Parce que là, par exemple, on
on s'intéressait à la distribution du contact. Est-ce que c'est pas la dynamique qui est plus intéressante? Est-ce que au final, on se bute pas à vouloir travailler avec des capteurs de pression, mais dès qu'on travaille avec des surfaces molles ou là, la mesure, elle devient compliquée. Ouais, ben, c'est une bonne question, là. Il y a différentes avenues de recherche. Actuellement, moi, je m'intéresse beaucoup, comme je mentionnais, là, au niveau de la sécurité des soins, puis ça passe par une meilleure connaissance de la biomécanique des soins. J'ai l'intérêt du côté des patients vieillissants, des patients pédiatriques, parce que c'est vraiment des secteurs où est-ce qu'on a très peu de données sur les paramètres qu'on utilise dans les traitements, puis il y a beaucoup de mauvaises conceptions. Et par la suite, moi, j'utilise des mannequins en simulation. Donc, j'ai des mannequins que je mets le capteur pour les instrumenter ou qui sont sur la table et on entraîne nos étudiants à mieux contrôler leur force, leur vitesse. Donc, en pédiatrie, j'ai besoin en premier, comme par exemple, de connaître c'est quoi les forces chez nos experts qu'on a en chiro, donc des cliniciens qui font beaucoup de pédiatrie, pour essayer d'informer mes étudiants, ben voici les forces que tu devrais pas, que tu devrais viser et ne pas te dépasser parce que là, on considère sécuritaire. Fait que c'est très difficile d'aller mesurer qu'est-ce qui se passe au niveau du corps. Fait qu'au niveau de la cinématique ou de la cinétique que subit les vertèbres, parce que là, on est dans le domaine de la pédiatrie. Chez l'adulte, j'ai utilisé beaucoup au niveau de la cinématique. Fait qu'on instrumentait là, avec des capteurs au niveau du déplacement des vertèbres pour la cinématique ou de la réaction musculaire. Là, il y a comme un réflexe musculaire. Fait qu'on a ces mesures-là, mais c'est ça. Fait que pour l'instant, je m'intéresse plus à la force appliquée pour pouvoir décrire ce qui est fait puis essayer de le transférer vers l'enseignement en thérapie manuelle. Félix. Tu cherchais d'autres affaires qui existent, là. Moi, j'ai jamais utilisé ça, mais toi, peut-être que tu l'as utilisé. C'est un peu comme l'ancêtre du TechScan, mais c'est comme analogique, là. C'est des feuilles que tu achètes là, en rouleau ou en paquet, là. Puis c'est photographique, là. Ça fait un changement de couleur par rapport à la distribution de pression. Puis ben, en fait, la force max, il y a eu partout. Fait que l'idée, c'est que tu fais ta manip, puis un coup que ta manip est finie, tu prends une photo de ton de ce que ça a l'air après ça, là, ça a changé de couleur. Puis tu rentres ça dans leur logiciel, puis ils te font une distribution de pression comme si c'était un Texcal, mais là, c'est pas. C'est ça, c'est optique, là. Je sais pas c'est quoi la validité de ça, mais là, Ok. tout Je est connais pas instrumenté. ceux-là. OK, Ouais. Fait ben, qu'au lieu d'être instrumenté, c'est vraiment une feuille qui change en fonction de la pression qu'on applique. ouais, c'est ça, ça devient comme plus rouge en fonction que tu as pesé fort, là. Puis là, il y a différents gauges, là, différents ranges de force, là. Mais je sais pas si c'est bon, là, mais ce qui est intéressant, là, c'est que tout est instrumenté. Tu es sûr qu'il n'y a pas de force qui passe pas dans le capteur, là. Ok. Peut-être ça. Je vais essayer de retrouver, ça pourrait être intéressant d'essayer de voir pour l'utiliser pour la distribution, là. Ouais. Puis, mais ça fait juste ta force max. Tu ne pourras pas avoir de variation dans le temps, là. Ouais. Non, c'est vrai. Fait que c'est une limite. Ouais. On peut essayer de combiner. Mais C'est ça. c'est ça. Fait que, tu sais, on s'est rendu compte un peu que selon l'objectif principal de notre étude, il faut essayer de réfléchir pour savoir quel capteur finalement on est mieux de prendre. Parce qu'ils n'ont pas toutes la même utilisation. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à tout le monde pour votre présence. Puis, c'est un rendez-vous pour un prochain Midi Inter, pause café. Là, surveillez votre boîte courriel. Je vais vous envoyer des informations sous peu.